Bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro du 7-8 l'hebdo, l'émission de la rédaction pour revenir sur l'actualité départementale de la semaine. Voici les titres de ce vendredi 17 novembre. Les enfants mis à l'honneur à Guyancourt, ateliers, jeux et réflexions au programme pour 500 élèves de la commune dans le cadre d'une matinée spéciale dédiée aux droits de l'enfant. Bertrand Houillon est notre invité fil rouge pour cette émission. Le maire de Magny-les-Hameaux et nouveau vice-président de Saint-Quentin en Yvelines. Nous évoquerons avec lui notamment le probable nouveau départ politique qui semble avoir pris l'agglomération. Dans le reste de l'actualité, retour sur la comparution au tribunal de Versailles de 9 salariés de l'usine PSA de Poissy accusés de séquestration ou encore la campagne lancée par l'Île-de-France pour lutter contre le harcèlement sexuel dans les relations adolescentes. Le 20 novembre prochain, lundi, donc, on célébrera la journée internationale des droits de l'enfant à Guyancourt. 500 élèves de CM2 et de 6e se sont retrouvés ce vendredi au pavillon Waldeck-Rousseau pour une journée d'atelier. Le thème de cette édition, le droit à l'éducation et aux loisirs. Ils ont ainsi pu découvrir des jeux vidéo originaux, faire des parcours sportifs ou encore échanger autour de questions environnementales. Écoutez à ce propos le maire de la ville. Cette journée, ça permet aussi aux enfants de découvrir qu'ils ont des droits. Alors bien sûr, ils ont des devoirs, on leur dit souvent, mais ils ont aussi des droits qu'ils peuvent demander, qu'ils peuvent réclamer. Ça leur montre aussi que partout dans le monde, les jeunes ne sont pas effectivement traités de la même manière. Et c'est aussi un moyen pour nous de les conduire sur le chemin de la citoyenneté. Une hausse de 0,2 points au troisième trimestre 2017. Les chiffres du chômage sont tombés hier. Selon l'INSEE, 2,7 millions de personnes recherchent un emploi en France. Et à Coignères, justement, une journée de recrutement était organisée ce jeudi. Plus de 40 entreprises étaient présentes pour l'occasion. Techniciens, agents d'entretien, ou encore ingénieurs, tous les profils étaient recherchés. Reportage de Camille Lambert. Armée de son CV et de son plus beau sourire, Fiona tente sa chance avec cette entreprise basée à Maurepas. Cela fait plusieurs mois qu'elle cherche du travail dans les services à la personne. Moi, c'est plus dans le ménage, repassage, il y a personne. Alors je m'oriente vers plus sur ces stands-là pour trouver plus facilement. Les CV, lettres de motivation et ils me recontactent dès possible s'il y a une place. J'ai énormément besoin de salariés. Ça fait un an que j'existe. J'ai créé ma société donc, l'an dernier en 2016. Je suis aujourd'hui à 10 salariés et je suis en perpétuel recrutement pour ni plus ni moins répondre aux besoins de mes clients qui sont des clients réguliers sur lesquels on intervient chaque semaine pour effectuer des prestations de ménage, de garde d'enfants et de manière ponctuelle du jardinage et du bricolage. Une quarantaine d'entreprises ont répondu à l'appel lancé par la ville de Coignères pour participer à cette 15e journée de recrutement. Un rendez-vous incontournable pour tous les secteurs, de la pâtisserie au digital. On fait une quarantaine de recrutements par an à peu près. Ce sont des développeurs web, des ingénieurs sécurité, des directeurs de projet, des ingénieurs charte, donc vraiment sur des métiers de la haute technologie. On a beaucoup de besoins au niveau de nos clients, Rencontre, Thales, etc., autres. Et on a du mal à trouver effectivement les candidats. C'est un forum de recrutement qui permet à de nombreuses personnes, bien sûr du territoire de Saint-Quentin en Yvelines, mais également des communes et des départements limitrophes même, parce que nous avons des personnes d'Eure-et-Loir, de l'Essonne qui viennent effectivement dans ce salon. Échange de CV, prise de contact qui aboutissent très souvent à un entretien. Cette année encore, environ 900 candidats ont fait le déplacement. Est-ce la fin des tensions politiques entre majorité et opposition à Saint-Quentin en Yvelines? Réunis en conseil communautaire jeudi soir, les élus ont voté en faveur de l'élargissement de l'exécutif à gauche. Ainsi, 4 vice-présidences reviennent justement au maire de gauche de l'agglomération. Guy Malandin est élu par exemple 11e vice-président en charge de l'habitat. Une ouverture souhaitée notamment par le nouveau président Jean-Michel Fourgousse et qui doit permettre d'engager la collectivité dans des projets structurants. On l'écoute. Vu les enjeux, aussi bien économiques que sportifs, que culturels, la chance qu'elle a de travailler sur des projets comme l'Université du futur, la voiture du futur, la sécurité du futur. Enfin, on a beaucoup de choses ici et ça mérite vraiment. Ce soir, ils ont montré que ça existe bien, l'intérêt général, quand même, surtout quand on travaille. On accepte de faire partie du conseil d'administration qui pilote ce grand projet d'une belle plateforme d'innovation modèle en France que doit être Saint-Quentin. C'est plutôt rassurant.
Et pour évoquer cette actualité, nous accueillons sur ce plateau le nouveau vice-président de 50 ans en Yvelines et maire PS aussi de Magny-les-Hameaux, Bertrand Houillon. Bonsoir. Bonsoir. Vous venez d'entendre ce qu'a dit Jean-Michel Fourgousse, lui aussi nouveau président de 50 ans en Yvelines depuis quelques semaines seulement. Il a aussi rajouté quelques secondes plus tard, vous ne l'avez pas entendu, que vous étiez désormais réconciliés. Est-ce que c'est vrai? On peut dire qu'après 3 ans de tension, vous êtes réconciliés, droite et gauche, ou c'est aller un peu vite que de dire ça? C'est surtout un retour vers la normalité, puisque une intercommunalité, c'est une coopérative de communes. Nous sommes sur un même territoire, nous partageons donc les mêmes enjeux de territoire. Et je l'ai toujours dit et je l'ai toujours répété aujourd'hui, on va peut-être enfin pouvoir recommencer à travailler ensemble, c'est-à-dire les 12 communes avec 12 légitimités de projets communaux, d'élus du territoire, au service en premier lieu des habitants. C'est toujours ce que j'ai souhaité et cette ouverture vient de se faire. On va voir maintenant au fur et à mesure quelles vont être les implications dans tout ça. Michel Laugier aussi, en tant que président de 50 ans en Yvelines, avait aussi tenté cette ouverture. Vous aviez refusé à l'époque. Pourquoi aujourd'hui vous acceptez les élus de gauche, la main tendue par Jean-Michel Fourgousse? Il y avait eu une implication de l'ensemble des collectivités au début du mandat de Michel Laugier. En 2014. En 2014, ce qui était une normalité, qui a disparu de son souhait à un moment donné. Ça a été son choix de mener une intercommunalité qui n'était finalement pas une coopérative entre les communes. Aujourd'hui, moi, ce que j'espère surtout, c'est qu'on va avoir un fonctionnement qui permette le respect de toutes les communes, qui ne fasse pas penser à une intercommunalité comme une supracommune qui ferait les choses à la place justement des habitants et des élus municipaux. Donc vous restez malgré tout attentif, particulièrement attentif à ce qui va se passer, notamment les intentions du président? Chacun a sa liberté de parole de toute façon. Encore une fois, il y a un jeu politique qui fait qu'il y a une majorité, une minorité, mais il y a avant tout 12 communes qui ont toutes leur légitimité. On a une diversité énorme au niveau de 50 ans en Yvelines qui est un vrai atout. Moi, je suis prêt et les 4 nouvelles et nouveaux vice-présidents ont toujours demandé de pouvoir se retrousser les manches avec tout le monde et de pouvoir travailler avec tout le monde. Est-ce qu'il y a aussi les enjeux, les nouveaux enjeux qu'il n'y avait peut-être pas en 2014? Maintenant, on sait que Paris va avoir les Jeux Olympiques 2024. L'université Paris-Saclay prend de plus en plus corps. Il y a le Grand Paris Express aussi. Les enjeux sur la ligne 18, est-ce que c'est ça aussi qui vous pousse peut-être cette fois-ci à ne pas dire non comparé à il y a 3 ans? Est-ce qu'il y a aussi le fait de passer à côté? Encore une fois, il n'a jamais été dit non. Il a surtout été refusé un travail en commun à 12 jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, il y a cette ouverture qui se fait. Nous, on y participe pleinement. Voilà. On a dit oui tout de suite. Il n'y a pas eu de discussion entre vous? On a cru entendre parfois aussi que même au sein de la gauche, il y en avait certains qui n'étaient pas d'accord pour dire oui. Non, on a eu une demande ensemble qu'il y ait une charte de fonctionnement. Cette charte de fonctionnement, l'engagement a été pris, doit être voté au prochain conseil d'agglomération. C'est important pour pouvoir fixer les règles de fonctionnement des 12 communes et justement fixer l'enjeu du respect de l'ensemble des 12 communes. La confiance se gagne, donc il faut qu'elle puisse commencer par cette charte de fonctionnement et puis au fur et à mesure on va finalement apprendre à travailler ensemble puisque ça fait un petit moment qu'on ne travaille plus forcément ensemble. Mi-octobre, je voudrais vous faire réagir. Vous êtes un maire, on va dire, moderne. Vous êtes sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram. Mi-octobre, vous aviez tweeté un article et une photo d'un article où il y avait inscrit en titre « Quitter son intercommunalité, une séparation difficile ». Alors, je vous vois sourire, forcément. Est-ce que vous y avez pensé à quitter l'intercommunalité de Saint-Quentin? Est-ce que déjà c'est possible d'un point de vue administratif? Est-ce que vous y avez pensé concrètement? Si vous avez arrivé à lire... Et je n'ai pas réussi à lire l'article. Je vous avoue que j'ai pas réussi à lire l'article. Dans ce cas-là, je vous donnerai le lien vers ce magazine très intéressant qui donne l'ensemble des éléments juridiques, légaux. C'est une menace un petit peu, un petit coup de pression comme on dit? Pas du tout, c'est simplement que
En tant qu'élu, on reçoit un certain nombre de magazines, on lit tout ça. Je suis tombé là-dessus. On ne retweet pas tous les magazines qu'on reçoit. Je suis tombé là-dessus, je pensais que c'était d'actualité. Alors vous êtes désormais, on le précise, 13e vice-président de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, en charge du développement durable et de la ruralité. Vous avez d'ailleurs un synthé, enfin ce qu'on appelle un synthé qui va s'afficher en bas de l'écran pour bien comprendre votre titre. Quelles sont vos grandes priorités pour la ruralité et le développement durable? J'imagine qu'on pourrait en parler pendant des minutes et des minutes, mais rapidement, si vous aviez un ou deux dossiers que vous souhaitez porter, vous, c'est lesquels? D'abord, il y a un projet de territoire qui est en cours de discussion. C'est ce projet de territoire qui doit être partagé par tout le monde et qui doit donner les grands enjeux pour l'avenir de Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est essentiel qu'on puisse se mettre d'accord et partager cet élément. Ça va être les points communs. Malgré toute notre diversité, les quelques divergences, on ne sera pas toujours d'accord, c'est pas grave. L'objectif, c'est de se mettre d'accord au moins sur un socle commun et ensuite on avancera. Après, en termes de développement durable et de ruralité, forcément, dans le monde actuel, on pense tout de suite à une autonomie énergétique, on pense tout de suite à une diminution des consommations d'énergie, on pense tout de suite à une autonomie alimentaire, on pense tout de suite au respect de l'environnement, dans des secteurs comme Saint-Quentin-en-Yvelines, à un non-étalement aussi de l'urbanisation pour garder des terres de production agricole qui puissent revenir directement, pourquoi pas dans la restauration scolaire. Voilà. La mobilité, c'est un enjeu essentiel à Saint-Quentin-en-Yvelines. De se poser la question tout simplement, est-ce qu'il ne faut pas réussir à faire que les gens ont moins besoin de se déplacer aussi, par exemple pour aller au travail, du coup. Vous pensez au télétravail, par exemple? Par exemple, il y a énormément d'éléments, énormément de sujets. Le développement durable, de toute façon, c'est transversal. Je travaillerai avec l'ensemble des vice-présidents dans leurs différents secteurs. L'objectif est vraiment qu'on puisse faire de Saint-Quentin-en-Yvelines un lieu innovant, mais surtout exemplaire. On sait que le développement économique est la priorité et le moteur de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, ça depuis des décennies, encore plus j'ai envie de dire depuis que Jean-Michel Fourgousse en est le président. On sait que le développement économique, il y tient énormément. Est-ce qu'on peut miser à tout prix sur le développement économique et conserver cet aspect rural et aussi durable aujourd'hui? Est-ce que vous n'avez pas un peu la vice-présidence piège, j'ai envie de dire, ou en tout cas la plus compliquée? C'est un peu paradoxal quand même. Ruralité, développement économique induit construction de bâtiments, de routes, d'infrastructures. Le développement durable inclut le développement économique. Le développement durable, c'est le développement de l'économie au service de l'humain. Ça ne sert à rien de créer des grands bâtiments d'entreprises si derrière, dans ces entreprises, les salariés ne sont pas directement sur le territoire, si ça n'apporte pas au territoire et si ça ne permet pas l'épanouissement humain. Donc à partir de là, on a aussi tous ces enjeux de retrouver des formations qui soient en adéquation avec la population qui est présente sur Saint-Quentin-en-Yvelines, donc des formations qu'on ait aussi de l'emploi qui soit en adéquation avec ces formations et qu'on puisse rapprocher au maximum l'habitat de l'emploi. Ça fait partie des enjeux pour éviter des déplacements trop nombreux. Alors, on parle de déplacement, de transport. Il y a évidemment un sujet plus important que les autres aujourd'hui sur le territoire. C'est la ligne 18 du Grand Paris Express. Elle doit relier à l'horizon initialement 2030 Orly à Versailles. Depuis quelque temps, des informations laissent penser que le gouvernement pourrait reculer sur le projet, voire carrément l'annuler dans sa partie yvelinoise. Depuis, les élus du territoire se mobilisent et une nouvelle association vient d'être créée tout juste hier, Union des élus pour la ligne 18. On y retrouve notamment le président de Saint-Quentin-en-Yvelines, le maire de Montigny-le-Bretonneux, le maire de Guyancourt, mais pas vous, alors que vous êtes directement concerné par cette ligne 18 qui doit passer via un viaduc sur votre territoire. Pourquoi vous n'êtes pas au sein de cette association ? Eh bien, vous voyez, le développement durable, c'est de répondre aux besoins des habitants tout en préservant son environnement et en permettant l'épanouissement des habitants de manière générale. Aujourd'hui, on sait qu'on a un besoin d'offres structurantes de transport dans cette agglomération, mais ça fait 40 ans qu'on a ce besoin-là. Cette offre de transport de ligne 18 est intéressante. Et j'ai toujours dit qu'il fallait... Vous la soutenez ? Oui, j'ai toujours dit qu'il fallait cette offre structurante. Maintenant, c'est un investissement pour 100 ans.
On ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. On traverse des paysages, on passe à côté de riverains, de zones rurales. Là, on précise que vous évoquez, vous, le viaduc. Le viaduc, bien oui. entendu. Et tant qu'on aura cette solution en viaduc, qui va s'inscrire pour 100 ans dans l'environnement, auprès des populations rurales, et là, ça rejoint finalement directement la délégation qui m'est octroyée au niveau de 50 ans en Yvelines, il est hors de question d'avoir un équipement structurant d'avenir qui pollue directement les riverains, nos paysages et finalement l'ensemble de notre environnement. Vous pouvez encore faire bouger les choses selon vous? On sait que la ligne est toujours déclarée. en cours, ça fait des années, de toute Quitte façon. à ce que ça fasse reculer le projet dans le temps, on sait que c'est aussi un point sur lequel les élus locaux insistent, ils veulent la ligne 18 en 2024. C'est pas ce qui fera reculer. Ça, c'est des choses aussi qu'on essaye de faire croire ou que ça coûtera trop cher. Encore hier, j'avais une réunion avec la Société du Grand Paris à laquelle on a appris que le long du viaduc, il y aura une route pour pouvoir entretenir le viaduc, par exemple. Voilà, ça n'a jamais été présenté dans les plans. Ce qui est raconté par la Société du Grand Paris aujourd'hui n'est pas forcément toujours la réalité. Voilà. Ça, c'est ce que je crois très fortement. En tant qu'élus locaux, il faut qu'on puisse voir l'avenir à long terme de notre territoire. Et si on doit déplacer d'une année parce qu'un tunnelier prend un peu plus de temps qu'un viaduc, c'est une année qui permettra aux générations futures de vivre correctement dans cet environnement. J'imagine qu'en tant qu'élu local responsable, vous anticipez le pire. Imaginons que vos attentes ne sont pas satisfaites. Est-ce que vous préférez carrément que le gouvernement annule la partie yvelinoise de la ligne 18 ou alors il vaut mieux avoir la ligne 18 même en viaduc? C'est le choix du gouvernement, c'est un choix d'État. Maintenant, je fais confiance en la sagesse de l'État pour travailler sur un projet structurant qui soit compatible avec l'avenir d'un territoire. Juste un exemple, un viaduc sur cet espace agricole va tuer les terres agricoles qui sont juste en dessous. Voilà. C'est juste un exemple et c'est des terres de production qui doivent revenir directement aux habitants. Voilà. Ça, c'est un des éléments par rapport à l'avenir de notre territoire. Bertrand Houillon, restez avec nous, on passe tout de suite à l'actualité de la semaine. Et cette semaine a été marquée par le procès jeudi au tribunal de grande instance de Versailles de 9 salariés de l'usine PSA de Poissy, quasiment tous membres de la CGT. Ils sont accusés de séquestration par l'un des chefs de l'équipe de l'usine. Un rassemblement en soutien à ces salariés était organisé justement jeudi devant le tribunal. Reportage sur des images de Marie Pantra. Des Yvelines, de Valenciennes et même des salariés de Renault. 300 personnes étaient présentes à Versailles en soutien aux 9 salariés de l'usine PSA Poissy, accusés par leur direction de séquestration pour des faits remontant au mois de février. Des accusations que les syndicats CGT en tête rejettent en bloc. Pour eux, ce combat judiciaire est une simple tentative d'intimidation. Vous savez, c'est nouveau pour nous d'être traités comme des délinquants, comme des voyous, de se faire assigner en correctionnel alors qu'on n'a rien fait. C'est nouveau. Maintenant, ça nous fait pas peur, ça nous impressionne pas. Et on va pas se démoraliser pour ça. Au contraire, ça nous renforce. Ça veut dire qu'on est des gêneurs. On est des gêneurs dans la politique de Tavares de vouloir exploiter encore plus les travailleurs. Le jour même d'une mobilisation nationale contre la politique du gouvernement, de nombreuses personnalités politiques de gauche ont aussi participé au rassemblement. Malheureusement, cette criminalisation accrue de l'activité syndicale va de pair, on le voit bien, avec l'attaque contre les droits sociaux et les droits syndicaux qui sont contenus dans les ordonnances Macron. Nous sommes toujours rassemblés quand il s'agit effectivement de se battre contre des attaques, qu'elles viennent du gouvernement ou qu'elles viennent du patronat. Au moment de l'enregistrement de ce reportage, nous ne connaissons pas les réquisitions du procureur de la République. Selon la loi, les salariés encourent jusqu'à 5 ans de prison ferme. Et contrairement à jeudi, nous pouvons maintenant vous indiquer que le procureur de la République a requis 5 mois de prison avec sursis pour les 9 salariés. Le jugement sera rendu le 20 décembre prochain.
Bertrand Houillon, je ne sais pas si vous connaissiez cette actualité à Versailles qui concerne des membres de la CGT de PSA Poissy. Vous avez vu dans le reportage, il y avait beaucoup d'élus de gauche, notamment des socialistes qui étaient présents devant le tribunal de Versailles et qui ont tous dit que c'était un reflet finalement de la politique d'Emmanuel Macron qui essayait d'étouffer toute forme de contestation. Est-ce que vous, en tant qu'élu socialiste, vous avez vous partagez cet avis-là sur la politique d'Emmanuel Macron? J'ai un très profond respect de la liberté syndicale. Et on constate un peu partout un vrai recul des discussions possibles, surtout dans des grandes entreprises. Et quand on compare ça à ce qu'on découvre au fur et à mesure des années et ce qu'on a appelé dernièrement les Paradise Papers, il y a un vrai paradoxe entre les deux positionnements du gouvernement aujourd'hui et d'Emmanuel Macron en particulier. Sur des éléments de liberté syndicale et des problématiques de dialogue entre des salariés et le patronat, il y a directement des réactions, quelles qu'elles soient, que je trouve parfois démesurées, et celle-ci, je la trouve démesurée. Et à côté, sur les Paradise Papers, pas grand-chose. Rien. Et même pas grand-chose, rien. Voilà. C'est ça qui vous gêne, cette différence ça me gêne énormément et ça montre que nous avons aujourd'hui des dirigeants en France qui ont choisi un camp qui n'est pas forcément le meilleur pour l'avenir de la population. Merci Bertrand Houillon d'être venu en plateau et d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le maire de Magny-les-Hameaux et du coup nouveau vice-président de Saint-Quentin en Yvelines en charge de la ruralité et du développement durable. Merci et bon week-end. Merci. Le reste de l'actualité marqué jeudi par la mise en place de la police de proximité, de sécurité du quotidien promise par Emmanuel Macron. Les premières expérimentations doivent débuter l'an prochain. Jeudi à Versailles, le préfet des Yvelines, Serge Morvan, a lancé une large concertation sur le sujet en présence d'élus et des autorités locales notamment. Objectif, recueillir les différents avis, les besoins et mettre en avant les retours d'expérience sur le terrain via des réunions de proximité qui se dérouleront pendant un mois. Propos recueillis par Nicolas Dandry. La police de sécurité du quotidien, évidemment, il faut qu'elle soit déconcentrée aussi. Il faut que son action soit la plus proche possible du quotidien. Et le quotidien, c'est pas le même suivant où vous habitez, y compris dans les Yvelines, suivant votre travail, suivant votre comment on pourrait dire, votre situation familiale. Est-ce que vous avez des enfants que vous amenez à l'école ou pas? Enfin bon, il y a tout ce qui fait la vie, évidemment, du quotidien, doit donner lieu à en matière de sécurité, une réponse adaptée. C'était il y a tout juste un an, une polémique débutée à Voisins-le-Bretonneux autour de la réouverture du centre de placement de la protection judiciaire de la jeunesse. Les riverains craignaient alors la présence de ces jeunes ayant commis des délits dans le passé. Nous avons poussé les portes du site pour rencontrer les résidents et les éducateurs et faire un premier bilan dans ce centre. Reportage de Nicolas Dandry, une nouvelle fois. Bientôt midi, David et Youssef mettent la table. Ces deux mineurs sortis de détention ont été placés sur décision du juge dans l'unité hébergement diversifié renforcée de Voisins-le-Bretonneux. On va monter dans ma chambre. Ma chambre, c'est ici. Là, c'est pas rangé, là. C'est pas rangé, là. Voilà. Ça, c'est mon lit. Ça, c'est la table. Je vais essayer de trouver une formation, tout ça. C'est quoi ton projet, justement Touriste. Youssef, lui, a 15 ans, de nationalité marocaine. Il vient de sortir de détention. Il est arrivé le 7 novembre dernier dans l'établissement. Moi, on règle papel, on recherche travail. Je vais faire le mécanique de la voiture. Ces deux jeunes préparent leur repas, un atelier cuisine mené par un éducateur et une cuisinière. Au menu, poisson pané et salade crudité. Je connais la cuisson et on le retourne. D'accord ? Cet établissement spécialisé dans la protection judiciaire de la jeunesse accueille des jeunes de 13 à 21 ans. Plusieurs modalités de prise en charge, l'hébergement en résidence éducative, des résidents en appartement partagé ou des jeunes en famille d'accueil accueillis en journée sur le site. Objectif, l'accompagnement à la réinsertion sociale et professionnelle.
Cet établissement-là correspond plus aux nouvelles orientations de la protection judiciaire de la jeunesse qui souhaite que nous arrivions à diversifier les modalités de prise en charge afin de pouvoir proposer des accueils qui se rapprochent le plus des besoins des jeunes. Actuellement, 10 jeunes sont placés dans l'unité d'hébergement, 4 en résidence éducative dont David et Youssef. À terme, une vingtaine de résidents devraient occuper cette unité. 2 rendez-vous à noter dans vos agendas ce week-end avec notamment la suite et la fin du festival du film documentaire Saint-Quentin. De nombreuses manifestations sont prévues jusqu'à dimanche dans plusieurs cinémas de l'agglomération. Toutes les informations sont à retrouver sur le site internet du festival et notamment la soirée de clôture prévue dimanche au Ciné 7 d'Elancourt. Une soirée exceptionnelle avec le compositeur Pierre Barou et la remise des différents prix. C'est à partir de 16h dimanche. Donc au Ciné 7 d'Elancourt. Pour les plus sportifs, le Vélodrome national accueille ce week-end les championnats de France de judo. 840 judokas sont attendus sur 2 jours. Teddy Riner d'ailleurs pourrait être de la partie. Plus d'informations sur le site de la Fédération française de judo. C'est la fin de ce 7-8 l'hebdo. Retour de l'information en direct lundi à 18h sur l'antenne de TV 78. En attendant, restez connectés et informés via notre application TV 78 et notre site internet. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine.